Roland, c'est l'interruption de la transmission. Silence et non-dit. Oui, ben moi je prends la suite tout à fait dans le droit fil de ce qui vient d'être dit par Paulette et par nos deux cinéastes. Donc parler de ces questions de rupture de transmission. On a bien vu que dans la transmission, il y a des choses qui se transmettent, mais évidemment il y a des ruptures. Alors, les ruptures, elles sont de plusieurs natures. Enfin, moi j'en vois au moins deux, après on peut en discuter. Il y a une rupture qui est un peu, comme disait Paulette, naturelle d'une certaine façon, parce que les générations se succédant, il y a des contenus culturels qui vont disparaître, et surtout on est dans une culture d'exil, donc on n'est pas dans une transmission au Vietnam, on est dans une transmission de culture vietnamienne dans le Lot, donc c'est autre chose. Déjà cette culture vietnamienne, il y a une partie seulement qui a été transportée du Vietnam jusqu'ici. Ici, elle est influencée par un contexte, elle est influencée par le fait qu'on est en situation d'exil, elle est influencée parce qu'on est dans une autre culture, donc on comprend bien les raisons pour lesquelles il y a des choses qui vont progressivement s'altérer ou se nuancer ou disparaître. Et ensuite, donc vous voyez, ça va, pour faire le lien avec l'intervention de Liane qui va suivre, c'est qu'il y a des questions différentes de la transmission entre la première et la deuxième génération, et entre la deuxième et la troisième. C'est pas la même chose. On va voir que déjà la deuxième génération, c'est compliqué parce que ça représente en temps une différence d'âge assez importante et donc des complexités plus grandes. Mais on peut dire que de la première génération à la deuxième génération, c'est-à-dire c'est des femmes la plupart du temps. Il faut noter aussi une chose importante, c'est que la transmission, elle est au CAFI largement féminine. C'est quand, oui, pratiquement, disons que quand ça n'est pas féminine, c'est à la marge. Mais c'est une transmission de mère à enfant. Or, c'est fondamental parce que ce qui fonde un certain nombre de choses dans l'éducation, c'est la petite enfance. Or, la petite enfance des deuxièmes générations, elle a été modelée par des femmes vietnamiennes. Même si c'était ici, c'était des femmes vietnamiennes qui souvent ne parlaient pas français. Donc la transmission de la langue, elle est évidente, puisqu'il n'y avait pas d'autre langue de communication entre la mère et l'enfant que le vietnamien. Et puis, tout ce qui concerne la cuisine, les valeurs, les attitudes, etc., on comprend bien comment elles se sont transmises de cette manière-là. Mais le fait, il ne faut pas oublier que le fait qu'elles se soient transmises hors du Vietnam, et dans un contexte de relégation relative, enfin pas vraiment, c'est pas un contexte d'insertion dans la société française, fait aussi qu'il y a des replis, toujours quand on est en situation d'exclusion, on est aussi un peu en situation de repli sur sa propre culture, donc ça explique aussi un certain nombre de phénomènes de cette transmission. Et puis, donc ça concerne en fait ce qu'on pourrait dire la transmission de la culture d'enfance entre la mère et les enfants. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une transmission aussi intergénérationnelle. C'est-à-dire entre les enfants, il y a aussi des choses qui se passent. Entre la génération des enfants, il y a des choses qui se passent. Et on en parlera avec... Liane en parlera aussi bien mieux que moi, bien sûr, parce que dans cette deuxième génération, il y a des gens qui sont plus âgés que d'autres, il y a une grande différence d'âge, ce qui fait qu'il y a des aînés qui transmettent aussi à des cadets. Donc il y a une transmission aîné-cadet qui est importante. Et je ne sais plus qui c'est, Michel Bouy, je crois, qui me disait l'autre jour que justement il y avait des grands frères, par exemple, qui étaient enfants de troupe et qui revenaient régulièrement et qui eux transmettaient autre chose dans le langage, par exemple, des expressions qui venaient des expressions des enfants de troupe. Donc il y a eu des transmissions aussi d'autres, intergénérationnelles. Bon, ça c'est une chose. Et quand je parle donc quand on parle des ruptures de transmission, on fait référence surtout aux questions du silence, bien entendu, et, comme le disait Paulette, voire du secret, selon le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans une situation qui n'est pas de la transmission comme ça, spontanée, dans l'éducation des enfants. On est dans la transmission, d'une part, d'un vécu. Comment on va raconter son vécu à ses enfants? Est-ce qu'on le raconte? On ne le raconte pas. Et on est dans une situation d'un vécu qui est traumatique, parce qu'on est dans la situation de gens qui ont été donc obligés de quitter ce qui était leur pays,
pour se retrouver dans une situation traumatisante, d'exclusion. Donc, ces cultures traumatiques, elles sont jamais transmises facilement. Mais ça, c'est pas lié au CAFI, c'est lié à toute l'immigration, grosso modo, à toute l'histoire de la guerre. Quand vous disiez, il y a des secrets dans toutes les familles françaises. Il y a des secrets liés à cela. Quand on est un exclu, c'est pas quelque chose qui se transmet facilement, de raconter la façon dont on a été exclu, la façon dont on a été humilié. C'est pas des choses qu'on raconte ni à ses enfants, ni d'ailleurs les mêmes à l'extérieur. On sait bien, vous le voyez quand même dans les cultures, dans les milieux juifs qui ont connu la déportation, les gens ont mis très longtemps avant de pouvoir parler de ça à leurs enfants et aux autres, et quelquefois n'en ont jamais parlé du tout. Donc le fait qu'on ne parle pas de ces expériences d'humiliation, d'exclusion, c'est un peu normal, ça n'a rien de spécifique au CAFI, mais c'est une donnée importante. Mais il faut remonter aussi en Indochine. Ces femmes qui étaient vos mères, pour une part, ont déjà connu des situations pas forcément faciles en Indochine, du fait des questions de métissage, du fait qu'elles vivaient avec des Européens, que cette situation-là, même si au début elle était peut-être plus facile, mais elle est devenue difficile au fur et à mesure que les nationalismes ont augmenté, et la situation du métissage, dont évidemment nous on sait bien que c'est pas un truc rigolo où on se fait des tresses dans les cheveux comme on essaie de nous faire croire dans les médias, mais que c'est une expérience qui a été une expérience très dure, parce que le métissage en Indochine, c'était pas quelque chose de simple, c'était pas quelque chose qui allait de soi, c'était quelque chose qui pouvait être très violent, parce que c'était l'expérience d'enfants qui étaient nés de pères français et de mères vietnamiennes, qui la plupart du temps n'avaient pas été reconnus, donc n'étant pas reconnus, se trouvaient dans des situations quelquefois d'abandon, quelquefois recueillis par des associations, toujours mal vus, parce qu'on disait du côté français, on disait qu'ils héritaient de toutes les tares. Quand tu disais 50-50, ce qu'on disait en Indochine, c'est pas qu'on est 50-50, c'est qu'un métis, c'est quelqu'un qui hérite de toutes les tares, du côté français comme du côté vietnamien. C'est quand même fait pour nous un peu lourd à porter. On aurait pu nous dire 50, tout le bien, on aurait pris tout le bien du côté français et tout le bien du côté vietnamien. Non, on a pris tout le mal. Donc c'était ça l'image, la représentation que les gens avaient des métis, c'était ça. Et en plus que c'était des gens pas fiables, que c'était des gens envieux, que c'était des gens jaloux, que c'était des gens qui étaient mal dans leur peau. Donc l'image des métis, c'était une image très négative. Et ça, c'est une chose qu'on a oubliée ici, parce qu'ici, au contraire, les médias nous racontent que c'est vachement super d'avoir le teint bronzé. Nous, on n'a pas de rides, on fait 10 ans de moins, et voilà. Bon, très bien, maintenant, c'est parfait. Mais on évite la coupe rose et les rides, n'est-ce pas, Lienne? Et Nina, voilà. Bon, c'est la seule chose dont on peut se valoriser, c'est quand on échappe à la coupe rose et aux rides. Bon, mais néanmoins, c'était un statut très discriminant. Donc il faut comprendre que ces femmes qui s'étaient mises en ménage avec des Français racontaient même cette histoire-là. Moi, quand j'ai écrit mon livre, que j'ai parlé de ces questions avec les femmes du camp, ou d'autres eurasiennes que j'avais connues, d'autres femmes qui avaient été concubines de Français, c'était une chose qu'elles abordaient très difficilement, parce que les raisons, vous voyez, quand on est métis, enfin vous le savez, ceux qui le sont ici, c'est que la question de vos origines, elle est posée d'une façon, il y a quelque chose de très dur. Quand les gens vous disent, regardez Indochine et tout, c'était une histoire d'amour, l'histoire du militaire français et de la vietnamienne, et vous avez toujours l'interrogation de dire, c'est quoi? C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de viol, c'est une histoire de domination, c'est une histoire de quoi d'être métisse? C'est quelle histoire qu'on porte? Donc les femmes qui en plus se sont trouvées accusées par les Vietnamiens d'être des vendues, d'être des femmes qui avaient couché avec l'occupant, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles aillent raconter ça à leurs enfants? Elles sont ici, elles se retrouvent ici. Vous vous rendez compte du parcours quand on imagine ces femmes qui sont trouvées
concubines avec d'Européens. Quelquefois, c'était simplement un arrangement entre le père et les militaires, parce que de toute façon, les mariages étaient toujours arrangés, qu'on se sent en milieu vietnamien ou en milieu français, et qu'ensuite elles sont accusées d'être traîtres, d'avoir trahi leur camp vietnamien, et qu'après, une fois qu'elles ont trahi leur camp vietnamien, elles disent « bon d'accord, on est françaises, j'ai des enfants français, on les amène ici, on les met là ». La non-transmission, ce silence, il a au moins deux raisons. Il a la raison traumatique, c'est-à-dire je ne veux pas parler de ça, de mon humiliation, de la honte que j'ai eu à subir, je ne veux pas en parler à mes enfants ni à personne d'autre. Je veux essayer d'avancer. Mais il y a aussi ça, j'ai été traitée de traître, il y a aussi une espèce de sourde culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver ici? Et donc, ça ne peut pas se transmettre. Et ce qui se passe, c'est qu'on est des générations, nous et les gens plus jeunes, à pouvoir se reposer ces questions, parce que pour nous, c'est pas trop... Enfin, pour nous, ça n'a pas de problème. Qu'une femme ait été concubine d'un Européen, pour nous, ça ne trouve pas ça ni choquant, ni scandaleux, ni rien. Il ne faut pas oublier encore des gens qui disent ça, hein. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps, Nina, qui disent que les gens du CAFI, les femmes du CAFI, c'était des concubines, etc. Tu peux le nommer. Oui, que par exemple, Lamblay, dans un débat, m'a quand même dit ça, a quand même dit publiquement, après tout, elles l'ont bien cherché, elles avaient pris le parti des colonialistes, donc si elles se retrouvent ici, bien vu pour leur tronche, en gros. C'est un cinéaste qui est venu au CAFI, qui s'appelle Lamblay, il a fait le film. Voilà, qui a fait le film sur les travailleurs indochinois. Voilà. Donc son discours était les travailleurs indochinois, eux c'est les purs et durs, et les gens du CAFI, c'est les traîtres. Voilà, en gros, en résumé. Donc, on comprend, ça c'est une raison, c'est un poids qui pèse d'une manière extrêmement lourde sur la parole. Et les femmes, on comprend bien qu'elles n'aient pas voulu en parler, ni à leurs enfants, ni à personne. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que je crois que ce qui leur est arrivé, elles ne l'ont pas compris. Donc, dire quelque chose qu'on n'a pas compris, surtout que c'était souvent des femmes qui n'avaient pas forcément, n'étaient pas forcément passées par l'école, n'avaient pas forcément les moyens de réfléchir ça, on leur avait pas donné les moyens, donc elles ont vécu une histoire qu'elles n'ont pas compris. Et ce qui est intéressant dans les films qu'on a vus, celui de Nadège et aussi d'autres documents, enfin cette question de la troisième génération, c'est qu'ils n'ont pas compris non plus ce qui est arrivé à leurs parents d'une certaine façon. Ce n'est que maintenant qu'on est on commence à être dans la compréhension de ce qui s'est passé, parce que d'une certaine façon on est déculpabilisé, parce que ces histoires pour nous elles ne nous atteignent pas de la même façon. Mais je crois que les raisons donc, de ces ruptures de transmission, elles sont liées à ça. Et par exemple, quand on parle sur le lieu de mémoire, ça ne va pas être forcément facile de parler de ça non plus. Si on peut se dire comment cette population est arrivée au CAFI, pourquoi elle est arrivée au CAFI, pourquoi elle a été discriminée. Ça ne va pas être facile d'en parler, il va falloir trouver le moyen d'en parler. Et pour finir, enfin, j'ai juste, avant de passer la parole à Liane qui va nous expliquer ça de manière plus claire, il y a autre chose. Maintenant, on est au moment où nous, Nina est plus jeune, mais Liane a mon âge, on est les cochons de service, et on est à un moment aussi de transmission où la transmission elle est essentielle, parce que nous, notre génération, on est ceux qui savent, dirons-nous, on sait un peu de choses. Non, mais on sait suffisamment de choses. Derrière, et si nous, les autres, ils sont morts, enfin, ils sont en train de mourir, la génération qui est au-dessus de nous, elle est en train de disparaître, où elle n'est plus vraiment en mesure de communiquer, ou très vite, elle ne pourra plus, parce qu'elle sera empêchée, parce qu'elle sera morte, parce qu'elle sera dans l'Alzheimer, ou je ne sais pas quoi. Donc nous, on est... Voilà. Liane et Nina et moi et tout ça, on est sur un précipice au-delà duquel il y a l'oubli. Donc, tu ne veux pas être sur un précipice, viens à côté de moi, du côté du précipice, sur le précipice. Et donc, la nécessité de parler, de refaire du lien avec le Vietnam. C'est pas par hasard si les gens reviennent au Vietnam. C'est parce que on est dans ce moment-là. Voilà, donc
cette complexité de la deuxième génération, c'est ma copine Lienne qui va vous expliquer ça parce qu'elle en fait partie, et Nina aussi. C'est Paola qui parle avant? Oui, non mais je sais, je vais passer la parole à Lienne. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais dire, et voilà, je ne sais pas qui c'est qui prend la suite, tu connais Nina? Voilà. Non, pas du tout.